Vin Diesel ne possède pas Fast and Furious, il n'a pas les droits, il n'a pas le titre, parce que le studio c'est Universal. Et pourtant, Universal ne peut rien faire sans lui. C'est-à-dire que la franchise représente en termes de box-office 7 milliards de dollars. Il y a 10 films et ça dure depuis 22 ans. Et derrière tout ça, il y a un acteur que personne ne prenait au sérieux qui a refusé 25 millions de dollars pour ne pas revenir dans la suite, qui a fait un caméo gratuit en échange des droits sur un autre film, et qui, mouvement après mouvement, s'est rendu irremplaçable. Alors voilà comment un acteur que tout le monde sous-estimait a mené l'une des opérations de prise de contrôle les plus discrètes de l'histoire d'Hollywood. C'est parti. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, on est en 2001 et le premier Fast and Furious sort. Le budget est de 38 millions de dollars et au box-office, ça te fait quand même 207 millions. Le film marche et Universal, il veut une suite. Sauf que Vin Diesel, il dit non. Le studio lui propose 20 à 25 millions de dollars pour revenir dans Too Fast, Too Furious. Il lit le script et il refuse. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il part tourner les Chroniques de Riddick. Un film de science-fiction que personne attend pour à peu près 11 millions de dollars. Tout le monde voit un acteur capricieux, un type qui ne comprend pas sa chance. En réalité, c'est plus ou moins du calcul. Parce que Diesel en fait a vu quelque chose dans Fast and Furious que le studio n'a pas vu. C'est-à-dire pas un film de voiture, pas un produit jetable, il a vu un levier. Et il a décidé que pour activer ce levier, il lui fallait d'abord prouver une chose, que la franchise ne marchera pas sans lui. On arrive alors en 2003, Too Fast, Too Furious sort sans Vin Diesel. Il n'y a que Paul Walker dans ce film avec Tyrese Gibson. Et le résultat, 236 millions au box-office, c'est plus que le premier et donc en apparence Universal a gagné. Sauf que le premier avait coûté 38 millions de dollars et le deuxième 76 millions. Quasiment le double pour un résultat à peine supérieur. Donc le retour sur investissement entre le premier et le deuxième, il commence à se réduire. On enchaîne ensuite en 2006 avec Tokyo Drift, sans Diesel, sans Walker dans le rôle principal, 158 millions le plus bas de la saga. Et donc pour être très honnête, Tokyo Drift c'est pas le meilleur Fast and Furious qui a été réalisé, loin de là, mais en tout cas, bizarrement, c'est quand même mon préféré. Parce que je trouve qu'en termes de prise de risque, en termes d'univers, on raconte quelque chose qui est radicalement différent. Et moi, ça, j'aime bien. Sauf qu'au niveau comptable, 2 films sans lui, et 2 fois la franchise fléchit. Et la démonstration en fait elle est faite. Diesel de son côté, lui, il regarde les chiffres depuis chez lui, il proteste pas, il ne donne pas d'interview. Ce qu'il va faire c'est qu'il va juste attendre. Parce qu'on sent quand même que Universal a besoin de lui et maintenant Diesel le sait officiellement. Et eux aussi. Et c'est là que Diesel fait le mouvement le plus malin de toute cette histoire. Parce que Universal veut qu'il apparaisse dans Tokyo Drift juste en caméo. Genre 30 secondes à la fin du film où il fait une course avec le protagoniste principal. Un peu comme pour signaler aux fans que ça y est, Dom Toretto, il est toujours là. N'importe quel acteur aurait demandé un gros cachet. Sauf que Diesel en fait il va refuser. Il va refuser l'argent et il va demander autre chose. C'est-à-dire les droits cinématographiques du personnage de Riddick, son projet passion, celui que Universal avait abandonné après les Chroniques de Riddick. Et donc Universal ils vont accepter parce que pour eux, Riddick est un actif qui est mort, pas de suite prévue, aucune valeur, et donc autant le donner pour récupérer Toretto juste les 30 secondes à la fin du film pour la dernière course. Et petite précision, parce que ce deal là c'est plus ou moins le même schéma que George Lucas en 1977, en référence à une vidéo qu'on a faite sur le sujet. C'est-à-dire que la Fox donne les droits dérivés de Star Wars parce qu'elle pense que ça ne vaut rien, Universal donne Riddick parce qu'elle pense que ça ne vaut rien, mais dans les 2 cas, le studio cède un actif qu'il ne comprend pas à quelqu'un qui le comprend mieux que lui. Et donc t'auras carrément Diesel qui va hypothéquer sa propre baraque pour financer le 3e film de Riddick en 2013. Il dira quand même à Hollywood Reporter que si on ne finit pas ce film, je serai sans domicile fixe. Et au final, le film rapportera 98 millions de dollars pour un budget de 38. Un caméo gratuit contre une franchise entière. Et c'est ce que Diesel lui-même a appelé l'un des meilleurs deals de l'histoire d'Hollywood. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas encore commencé le vrai travail. On arrive ensuite en 2009, il y a Fast and Furious 4 qui sort et Diesel revient pour de bon, mais pas comme avant. Il négocie un crédit de producteur.
Et cette fois-ci, ce n'est pas symbolique. C'est-à-dire que à partir de ce film, Diesel est dans les réunions de développement. Il lit les scripts, il commente, il bloque et il propose. Et en fait, un crédit producteur dans l'industrie, c'est souvent une sorte de titre honorifique, tu vois. Un os à ronger pour calmer un ego. Mais quand tu es aussi l'acteur principal, le visage de la franchise, et que le studio vient de prouver 2 fois qu'il ne peut pas se passer de toi, ben bizarrement ce titre devient autre chose. Il devient une sorte de position contractuelle, difficile à retirer, sans renégociation et qui est surtout très coûteuse à contourner. Et donc en fait, au final, impossible à ignorer. Et donc Universal a offert un badge d'honneur. Diesel a reçu un siège au conseil d'administration. Et la différence entre les deux, c'est à peu près 7 milliards de dollars. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Diesel a pu tenir cette position aussi longtemps? Et pourquoi Universal ne pouvait pas juste l'écarter, le mettre de côté et passer à autre chose? Parce qu'en fait, il a compris quelque chose que le studio n'avait pas vu, c'est-à-dire que Fast and Furious, ce n'est pas un film que de voitures. Alors tu vas me dire que si, il y a des courses, il y a des bolides, il y a des muscle cars, il y a des cascades, donc oui, c'est un film de voiture, oui, en surface. Mais je pense que tu as aussi capté, tu as aussi remarqué que ce qui fait vraiment revenir le public film après film, année après année, etc., c'est pas que les voitures, c'est la famille. Et la famille dans Fast and Furious, ce n'est pas qu'un thème, ce n'est pas que du marketing, c'est carrément la structure émotionnelle du film entier, c'est-à-dire que les personnages trahissent, reviennent, meurent, ressuscitent, mais la famille, elle reste. Et Dominic Toretto est le père de cette famille, narrativement, contractuellement, stratégiquement, tout ce que tu veux. Diesel n'incarne pas un personnage, il incarne le centre de gravité du film, c'est-à-dire que sans lui, la famille n'a plus de père. Et le film n'a plus d'âme et Universal n'a plus de franchise. Et donc au final, contrôler Toretto, c'est contrôler Fast. Et Diesel a compris en 2001. Universal a compris en 2006. Malheureusement, c'est trop tard. Parce qu'en 2011, t'as Fast 5 qui sort et c'est le film où Universal en fait comprend vraiment ce qui leur est arrivé. Alors, c'est-à-dire qu'on a le réalisateur Justin Lin qui fait partie des réalisateurs les plus rentables de la dernière décennie et Diesel en fait ne l'a pas choisi par hasard. C'est-à-dire que Lin est le seul de la saga qui accepte de co-construire avec lui. Pas d'exécuter une vision studio mais vraiment de co-construire, co-bâtir, tout ce que tu veux. Et là, décision centrale, on abandonne les courses, on fait un film de braquage, un peu à la Ocean's Eleven, mais avec des caisses, une équipe, une mission et un coffre-fort. Et là, on a Universal qui est un peu nerveux parce qu'on va complètement changer de registre, on va changer l'ADN d'une franchise et c'est assez risqué. Mais Diesel, lui, en fait, il a son crédit producteur, donc il pousse le projet. Et Fast 5 sort en avril 2011. Et là, 626 millions de dollars au box-office. Le meilleur résultat de la saga à ce moment-là. Et la critique suit pour la première fois. À ce moment-là, Lin et Diesel n'ont pas réalisé un film de la saga. Ils ont carrément redéfini ce que la saga est. Et c'est Diesel qui tenait le stylo. Et donc oui, quand t'es le studio, quand t'es Universal, tu regardes les chiffres, t'es content, mais quelque chose a changé dans la pièce, c'est-à-dire que ils viennent de réaliser qu'ils sont passagers dans leur propre franchise. Et là, on arrive en août 2016 et il va se passer quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que on est sur le tournage de Fast 8, ok? Et Dwayne Johnson, ok, il publie un post Instagram long, direct, sans nommer de personne, où il parle de partenaire masculin non professionnel. Tu as une sorte de pic un peu subliminal. Comme quoi, voilà, ça arrive pas à l'heure et que ça manque de conduite. Et donc, tu as Internet qui lit ça et qui interprète ça comme une sorte de conflit d'ego. Tu as 2 mâles alpha qui s'affrontent, tu as 2 stars qui se battent pour le premier rôle. Mais en fait, c'est pas ça. Johnson, en fait, n'est pas juste un acteur parmi tant d'autres à ce moment-là. Il a fondé Seven Bucks Productions en 2012, sa propre société de production qui est active et en croissance avec ses propres deals studio. Et le nom du studio, voilà, c'est assez connu, il vient du fait que là, il avait 7 $ en poche quand il avait été coupé de l'équipe de football canadien. Et donc, quand Johnson pousse pour Hobbs & Shaw, ce n'est pas un acteur qui réclame plus de liberté, non, c'est un producteur qui a besoin de contenu pour nourrir sa propre machine. Donc tu as 2 producteurs,
à la même table avec deux visions qui sont incompatibles. Deux empires qui ne peuvent pas coexister dans la même franchise. Et ce qui ressemble à une guerre d'ego est en réalité une guerre de modèle économique. Parce que Johnson, en fait, il n'arrive pas en tant qu'acteur qui réclame, il arrive en tant que concurrent qui revendique. Et dans cette guerre-là, il ne peut pas y avoir deux vainqueurs. Parce que Hobbs & Shaw, ça sort en 2019, ça te fait 770 millions. Ça marche, mais malheureusement, aucune suite ne sera produite. Johnson ne revient pas dans la saga principale et la famille reste fermée. Un seul papa à la table. Parce qu'il faut savoir, c'est que Diesel n'est pas le premier acteur à vouloir prendre le contrôle d'une franchise, mais il est le seul à avoir réussi de cette façon. Par exemple, on a Tom Cruise qui est le producteur exécutif sur toute la saga Mission Impossible. Là, à ce moment-là, ouais, le contrôle il est réel, il est indiscutable, mais son pouvoir repose sur son corps, les cascades que lui seul peut faire. Et le jour où le corps lâche, on n'espère pas, on touche du bois, parce que c'est toujours aussi impressionnant de le voir à l'écran, et ben l'argument à ce moment-là il disparaîtra. Stallone, sur Rocky, il refuse de vendre le script à moins d'être la star. Il gagne, mais il perd le contrôle progressivement parce que United Artists, MGM puis Creed, voilà, sa propre franchise lui échappe. Pareil pour Ryan Reynolds avec Deadpool, il développe le projet pendant 11 ans, il se bat pour un film R-rated, moins de 18 ans, tout ça, contrôle total, mais Reynolds a construit sa position avant que la franchise existe. En gros, le terrain était vierge. Et donc, lorsqu'on prend en compte tout ça, Diesel c'est le seul à avoir opéré de l'intérieur, sur une franchise qui ne lui appartenait pas et sans que le studio comprenne avant qu'il soit trop tard. Et donc quand même, factuellement, t'as une franchise qui est partie de 38 millions de budget, un film que le studio considérait comme jetable qui est devenu l'une des plus rentables de l'histoire d'Hollywood. Et derrière ça, t'as un homme en débardeur blanc qui n'a jamais officiellement possédé la franchise, qui n'a jamais eu les droits et qui n'était qu'un acteur aux yeux de tout le monde. Et ce que Diesel en fait a compris avant tout le monde, c'est que dans une franchise, le vrai pouvoir n'est pas dans les droits. Le vrai pouvoir en fait, c'est d'être irremplaçable, tout simplement. Parce que si tu incarnes le cœur émotionnel du film, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu es dans la pièce lorsqu'on décide, c'est toi qui as le pouvoir. Si le film marche moins bien lorsque tu n'es pas là, c'est toi qui as le pouvoir. Universal l'a appris à ses dépens 3 fois. Et à chaque fois qu'ils ont essayé de contourner, la franchise, voilà, elle allait s'écrouler. Et à chaque fois qu'ils ont suivi, bizarrement, elle a explosé. Et donc Vin Diesel n'est pas une anomalie, il est un manuel que, bien sûr, personne à Hollywood n'a envie de voir publier parce que, concrètement, si tout le monde le lisait, les studios auraient un vrai problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, commente, dis-moi ce que tu en penses et puis on se dit à très vite, à très bientôt. Ciao.